Un principe phare en droit de l'environnement est celui de prévention. On le sait, les entreprises ont contribué à la dégradation des différents milieux. Les codes de droit de l'environnement consacrent de nombreux régimes en vue de réduire l'impact environnemental des installations. Le droit des installations classées est central, je suppose. Oui, le droit des installations classées constitue la préhistoire du droit de l'environnement. Il remonte aux mesures sanitaires et de sécurité publique prises à la fin de la Révolution française. Vous vous souvenez sans doute qu'à la Révolution française, on a assisté à une éclosion des fabriques d'armement au sein des villes avec un risque d'incendie, d'explosion. Et par conséquent, les premières règles de sécurité furent adoptées pour encadrer, pour fixer des conditions d'exploiter pour ces fabriques. Par la suite, ce droit a évolué, s'est affiné, ça a été peaufiné et a intégré des considérations environnementales. Aujourd'hui, ce droit constitue véritablement l'ossature du droit de l'environnement. Et aujourd'hui, quels sont les textes fondateurs en la matière ? Il faut distinguer le droit international du droit de l'Union européenne. En droit international, on a une série de protocoles qui prévoient des normes de rejet pour des installations classées. En revanche, en droit de l'Union européenne, on a un texte fondateur, la directive 2010-75, qui établit les principales obligations qui sont imposées aux exploitants des établissements classés. Comment le législateur européen a-t-il défini les installations classées dans la directive ? Le législateur européen l'a défini comme étant une unité technique fixe au sein de laquelle des activités industrielles sont exploitées. Ces activités industrielles sont énumérées à l'annexe 1 de la directive et couvrent des activités telles que la cimenterie, la sidérurgie ou la production d'électricité, voire l'incinération de déchets dangereux. En adoptant cette directive en 2010, quelle approche le législateur européen a-t-il souscrit ? Souvenez-vous, le droit de l'environnement s'est développé sans aucune vue d'ensemble. Les réglementations, au fil du temps, se sont empilées. Les réglementations de la première génération visaient à prévoir des normes de protection pour les différents milieux récepteurs, que ce soit les sols, l'eau ou l'atmosphère. À partir du milieu des années 90, le législateur européen a prévu un régime unique, a voulu rompre de manière radicale avec cette approche sectorielle. Ce permis unique couvre l'ensemble des conditions d'exploitation en rapport avec les déchets, les sols, l'eau et l'atmosphère. Que prévoit la directive en termes d'autorisation d'exploiter ? L'autorisation d'exploitation constitue une autorisation administrative. Cette autorisation est unique, ça veut dire qu'elle couvre l'ensemble des risques environnementaux, l'ensemble des nuisances et des polluants. Par ailleurs, elle est expresse, elle ne peut être remplacée par un permis tacite. Enfin, elle est limitée dans le temps, ça veut dire que l'exploitant va devoir obtenir le renouvellement de son exploitation à l'échéance de cette autorisation. Sur quoi débouche cette autorisation ? L'autorisation d'exploiter va prévoir l'ensemble des conditions d'exploiter, que ce soit des conditions de sécurité ou des normes de rejet. Par conséquent, l'autorisation va détailler l'ensemble des normes de rejet, que ce soit pour les déversements d'eau usée dans les eaux de surface, les émissions de gaz dans l'atmosphère ou le dépôt des déchets. Ces normes de rejet sont calculées en vue d'éviter que les objectifs de qualité qui sont déterminés par l'administration soient dépassés. Que se passe-t-il si les objectifs de qualité sont dépassés ? Malheureusement, les objectifs de qualité sont régulièrement dépassés parce qu'il est difficile pour l'administration de calculer exactement les déversements des polluants, notamment dans cette masse d'eau. Dès que les objectifs de qualité sont dépassés, l'administration doit intervenir pour éviter ces dépassements. Jusqu'à présent, vous avez mis l'accent sur la réglementation en matière de rejet, d'objectifs de qualité, mais cette approche n'enraye-t-elle pas l'innovation technologique que pourraient déployer les industriels ? Pas du tout. Je crois que la directive constitue une véritable révolution copernicienne dans la mesure où elle va imposer aux autorités administratives de veiller à ce que l'exploitant recourt aux meilleures technologies disponibles. En quoi consistent les procédés d'innovation technologique ?
Entendu, la définition est extrêmement alambiquée, comme on peut l'imaginer, parce qu'elle renvoie à différents standards juridiques, notamment pour éviter que les coûts soient disproportionnés. En effet, on pourrait difficilement imaginer d'imposer à un exploitant l'achat d'une Rolls-Royce alors qu'il peut se contenter d'une 2 chevaux pour atteindre le même objectif environnemental. Puisque ce sont les différents États membres qui, dans les permis d'exploiter, établissent les normes de rejet, les objectifs de qualité, ainsi que les normes de procédés industriels, n'y a-t-il pas un risque de disparité entre les différents États membres en matière de protection de l'environnement? Alors bien entendu, le fait de charger les autorités nationales, voire régionales, voire locales, de déterminer les objectifs de qualité pour les masses d'eau ou pour l'atmosphère, les normes de rejet et les procédés industriels au regard des meilleures technologies disponibles présente le risque de déboucher sur une Europe à plusieurs vitesses. Le projet européen vise précisément à contrer ce risque de force centrifuge. Le droit européen ne prévoit-il pas alors certaines forces centripètes ou garde-fous? La directive prévoit 2 garde-fous. Le premier consiste à fixer les normes de procédé en appliquant le principe de correction de la pollution à la source. En appliquant ce principe, on espère réduire les rejets d'émissions de polluants dans l'atmosphère, dans les sols, dans l'eau. La diminution de ce rejet va pouvoir permettre de garantir le respect des objectifs de qualité qui, comme on l'a dit, sont trop souvent dépassés. Pour conclure en quelques mots, pouvez-vous me dresser le bilan de cette approche, les avantages, les inconvénients? Certes, l'application des règles européennes a pour effet d'accroître les coûts dans le chef de l'exploitant, ce dernier devant acquérir des nouvelles technologies. Mais il ne faut pas perdre de vue les bénéfices globaux induits par la réglementation, à la fois pour les riverains et l'environnement en général. Dernière question. Derrière tous ces aspects technocratiques, quelle place pour les droits fondamentaux? Bien entendu, l'approche réglementaire ne peut oblitérer l'importance que revêtent les droits fondamentaux dans nos ordres juridiques. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, dans une trentaine de jugements, a obligé les États membres à prendre des obligations positives de nature préventive. Ces derniers doivent surveiller, contrôler les risques industriels, non seulement pour protéger l'environnement, mais pour garantir la sécurité des riverains, s'agissant de leur droit à leur domicile, ainsi que le droit à la vie.